L'expérience collaborateur, c'est vraiment une histoire d'émotion. Je dis toujours quelque chose qui est important pour moi, c'est la perception, c'est la réalité. Qu'ils ont éprouvé des méthodes pour aller vraiment comprendre à qui ils s'adressent, alors que nous, RH, on n'avait jamais trop cherché à faire ça. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose que les RH font pas et qui est vraiment inspiré du marketing, c'est la préférence de marque. Je vois rarement des trucs qui sont vraiment de la vente, et c'est pas parce que tu vas le tutoyer que tu es en train de faire de la vente. Tu vois, c'est l'intégrer avant l'intégration. Lui faire vivre déjà une expérience, alors tu peux pas lui faire vivre la même que les autres parce qu'elle est pas là. Salut Séverine. Salut Alexis. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Bah ouais, franchement très bien. Très bien, fin de semaine, là on est en vendredi, donc ouais, ça va dernier rush de fin, et puis ça va faire du bien. Je suis très content de t'accueillir ici. Tu es du coup présidente maintenant, on appelle ça présidente? Directrice générale, il y a directrice une présidente. Générale. Ouais. Okay. Directrice générale du Lab RH. Tu as pris les fonctions il n'y a pas très longtemps. Ouais, moins de 9 mois, en septembre dernier. Ouais, c'est ça. Donc, tu as quand même 9 mois pour avoir pu expérimenter et même avoir... 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait beaucoup de choses. Clairement, et un bon retour d'expérience. L'idée, ça va être de parler de l'expérience collaborateur et candidat. On va parler aussi de plein d'autres sujets. Marketing, comment tu t'es plongé dans l'expérience collaborateur, tes inspirations marketing. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors donc je suis DG du Lab RH en ce moment. Je viens d'un groupe qui s'appelle BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Tixis, etc. Où j'étais à la direction expérience collaborateur, à la DRH Group. Précédemment encore, j'avais créé ma boîte de conseil en expérience collaborateur et marque employeur assez tôt, en 2016. Parce que j'avais vraiment la conviction... après avoir fait un MBA en marketing digital, si tu veux, on pourra en parler. J'avais vraiment la conviction que c'était l'expérience collaborateur et le marketing RH, la suite, l'enjeu qui allait devenir primordial pour les RH. Donc j'ai voulu créer mon activité dédiée à ça. Ouais. Et encore précédemment, j'ai une expérience dans un groupe qui faisait du tabac. J'ai passé 12 ans. Okay. Et j'ai commencé par le recrutement, moi. C'est mon métier de cœur, recrutement. J'ai fait plusieurs années de recrutement, après de la mobilité interne, de l'orga. Enfin, j'ai vraiment balayé beaucoup de fonctions dans ce groupe, et jusqu'à la com interne. Et moi, je suis psy de formation, psychologue du travail. Donc voilà, un de mes premiers métiers, c'est vraiment le recrutement. Enfin, mon premier métier, c'est l'accompagnement de demandeurs d'emploi. D'accord. Ce qui est pas mal en termes de mindset quand après tu fais du recrutement, parce que tu vois l'autre côté, tu vois le candidat et ce qu'il vit. Donc ensuite, quand tu te retrouves à l'évaluer, après l'avoir accompagné, ça change quand même la façon dont tu abordes le métier. Ouais, tu as bien l'avant et après. Je trouve que ça change un peu l'angle. Et voilà, donc je suis une psy avec un parcours RH et passée par le marketing. Ouais, c'est ça. Et tu es passée par la case marketing à fond. Et tu es créatrice de contenu. Tu crées aussi beaucoup de contenu. Tu as créé des livres. Tu as écrit quoi comme livre? Là, le 4e est sorti il y a 2 mois sur l'expérience collaborateur. C'était mon deuxième dédié à l'expérience collaborateur. Ça s'appelle La petite boîte à outils de l'expérience collaborateur chez Duno. J'avais écrit le premier livre sur l'expérience collaborateur en France en 2018. Et entre les deux, j'ai écrit un livre sur le droit à l'erreur en entreprise. D'accord. Et un sur l'onboarding. Dédié à l'onboarding, parce que c'est vraiment un processus clé de l'expérience collaborateur. Parfait. Donc on va pouvoir en parler. On peut pouvoir en parler. Puis j'avais un podcast, moi, à l'époque, en 2018, avant que ce soit un peu très répandu. Tout le monde se dessus. Après, j'ai plus eu le temps de continuer. J'ai beaucoup écrit d'articles. J'ai été très active sur LinkedIn, fut un temps. Mais là, il y a des pépites sur LinkedIn, des gens avec beaucoup de talent, donc on leur laisse la place. Mais voilà, donc j'ai écrit un peu de contenu. Ouais, c'est ça. Donc tu baignes dedans. Je te propose qu'on creuse la partie Master RH. Je pense que c'est là le fondement de ce que tu as découvert. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette expérience? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi en fait? Master Marketing, tu veux dire? Master Marketing, excuse-moi. Pas de problème. En fait, à l'époque, vraiment, j'étais sur de la com interne et je sentais... Moi, j'ai toujours adoré le marketing. À la fac, déjà, j'avais hésité à un moment donné à me réorienter de la psycho au marketing parce qu'on cherchait des psys en marketing. D'accord. Beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu cette fibre et j'ai toujours beaucoup lu sur le marketing, même sur tous mes débuts de carrière, tout mon début de carrière sur le recrutement, etc. Et donc, autour de 2014, quand j'étais sur de la com interne, com, market, je trouvais j'ai essayé de m'inspirer de ce que je lisais, de ce que je connaissais sur le marketing, et je regrettais qu'il n'y ait pas plus de ressources en RH sur ce sujet. Il n'y en avait vraiment pas. On parlait très peu de marketing. C'était à quelle date à peu près? 2014. 2014. Et donc j'ai cherché une formation en RH, tu vois, pour essayer de compléter mon parcours de psy par ça, par du market. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de formation marketing RH.
Donc je me suis dit, bah écoute, qu'à cela ne tienne, je vais aller faire une formation en marketing pur et dur. Donc, j'ai fait un MBA, un exé en marketing, c'était du marketing, avec des marketing innovation, avec que des marketeurs dans la pièce, il n'y avait pas un RH. Okay. Et donc j'ai fait des cours très market, l'inbound, le gros, le SEO, des trucs que tu n'apprends pas du tout en RH, qui étaient très nouveaux, mais aussi la stratégie digitale, les réseaux sociaux, comment tu peux... du coup, tu vois, tous les cours que je faisais, j'ai essayé de me demander comment ça peut être transposé en RH. Même ceux qui en étaient très éloignés. Bon, il y en a qui étaient très éloignés, qui sont toujours. Qui sont toujours très éloignés, mais qui m'ont nourri autrement, tu vois. Ouais. Mais après, il y en a où je faisais des ponts très directs. Comme lesquels, par exemple? L'inbound, très clairement, tu te dis pourquoi on fait pas ça en recrutement. Alors après, il y a eu notamment la super agence qui s'est lancée, Guillaume Vigneron, qui avait importé l'inbound recruiting en France. L'inbound recruiting, c'est pas si récent que ça, lui, il a commencé là-dessus 2015-2016. Et puis, pareil, l'employé advocacy, bah forcément, quand tu es dans un cours en marketing et qu'on te parle d'influenceurs, d'influence, de comment tu peux faire véhiculer des messages positifs sur ta boîte par l'externe, moi, je me suis dit, OK, et comment tu peux le faire par l'interne? Et donc, je suis arrivée sur l'employé advocacy, qui ça a été un peu développé, notamment au Canada, dans certains pays. Moi, en France, donc pareil, c'est pas si récent que ça, l'employé advocacy, pour certaines personnes qui ont commencé à s'y intéresser assez tôt. Voilà, donc il y avait beaucoup de pans du market qui, en réalité, si tu arrivais à avoir cette double lecture et en RH, qu'est-ce que ça donnerait? Évidemment, il y a des adaptations, parce que tu ne traites pas un client externe comme un candidat. Ou un candidat. Donc ça m'a vraiment complètement ouvert mes chakras et ça m'a fait voir toute la fonction RH de façon complètement différente. Du coup, j'ai démissionné mon groupe et j'ai créé ma boîte. Tu t'es dit, oh là là, t'as vu la boîte de Pandore et tu t'es dit, ok. C'est ça. Et tu vois, c'est là que je suis arrivée à l'expérience client. Je me suis dit un peu naïvement à l'époque, mais pourquoi on ne fait pas ça en interne, de l'expérience salariée, tu vois, à l'époque, je disais ça. Il y avait Orange qui en faisait un peu, il y avait Pernod Ricard, mais très très peu de boîtes. On ne parlait pas d'expérience collaborateur, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas d'article, très peu. Et donc j'ai fait une thèse pro sur ce sujet qui était sur comment tu peux aligner l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc voilà, et puis après j'ai décidé d'en faire un bouquin. Et donc oui, entre-temps, dans la boîte dans laquelle j'étais, ils n'étaient pas matures, mais très peu de boîtes l'étaient en réalité pour aborder ces sujets-là. Ouais. Même la marque employeur, tu vois, c'était quand même les balbutiements. Ça commençait vraiment. Et donc, j'ai dit, bon, moi, il faut que je parte parce que vraiment, c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai créé, comme le poste n'existait pas, je me suis créé mon propre poste en créant la structure et en étant indépendante. Voilà. Et donc là, comme les gens ne connaissaient pas, il fallait faire beaucoup de pédagogie. Donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup être active sur LinkedIn. Tu dois évangéliser, expliquer. C'est vrai que c'est compliqué de faire changer les mentalités. Oui, beaucoup d'articles. J'ai pris la parole. J'ai commencé à faire beaucoup de conférences. Et puis, j'en fais encore un peu. Mais il fut un temps où je faisais vraiment... c'était mon activité principale, presque, speaker. Donc, j'allais dans les CODIR ou dans les séminaires RH ou même managériaux pour leur parler de ça, de l'expérience collaborateur, de la marque employeur, de l'importance de faire du marketing aussi quand tu es RH, de l'importance de marketer une offre RH à destination de collaborateurs ou de candidats. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu un gros travail d'évangélisation qui était passionnant. Mais il y a des sujets que j'ai dû laisser en cours. Tu vois, l'offboarding, on en parle beaucoup aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à en parler en 2018, je crois que le premier épisode de mon podcast en 2018, c'est l'offboarding. Ah ouais, c'est fou. Et on me disait, mais l'offboarding, de quoi tu me parles, ils sont partis. Tu vois. Donc aujourd'hui, il y a des sujets que j'ai un peu laissés de côté en me disant, bon, c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Et là, je suis hyper contente. Enfin, c'est ça évolue et ça évolue bien. Ouais. Et même, il y avait un sujet, tu m'en avais parlé justement du gros marketing, gros hacking. Tu t'es dit, ça a l'air génial, mais trop tôt à l'époque. Ouais. Trop tôt à l'époque. Alors déjà, le gros marketing, je sais pas trop comment ça évolue actuellement, mais à l'époque, c'était les pirates, tu vois, c'était un truc de pirate, voilà. Tu faisais des trucs, bon, tu savais que c'était limite. Du scrapping. Tu allais scraper des adresses, etc. LinkedIn avait du coup, tu le faisais. Moi, je me suis dit, bon, on pourrait le faire pour aller scraper des adresses sur LinkedIn. Et en fait, il fallait que tu changes ton petit robot toutes les semaines parce que LinkedIn le grillait. Et donc, il te bloquait ton compte ou du coup...
on le faisait tous, enfin ceux qui le faisaient avec un faux compte, parce que sinon tu te faisais un petit peu chanter ton profil. Mais donc oui, le gros marketing, ça marche complètement quand tu fais de la recherche, du sourcing de candidats. Enfin, aujourd'hui, je sais qu'il y a des super outils et que c'est vraiment très, très bien utilisé. Mais c'est un très bel exemple, avec Inbound aussi, je trouve, un très bel exemple d'outils vraiment venus directement du marketing. Donc c'est bien que les RH aillent aussi puiser et s'inspirer de méthodes éprouvées sur d'autres domaines et qu'elles les adaptent, quoi. Ça, vraiment, c'est un truc que je trouve au top et qui est de plus en plus fait dans notre fonction. On ne le faisait pas avant, en fait. Ouais, tu as l'impression quand même que ça évolue, qu'il y a des formations marketing pour les RH. Oui, on n'est plus du tout comme il y a 10 ans quand moi je cherchais une formation. Là, moi je fais des cours dans des écoles, on me fait intervenir sur des masters, et je vois les programmes, tu vois, du coup. Déjà, moi on me fait intervenir parfois sur marketing. C'est vrai que moi aussi on m'a fait intervenir sur des sujets comme ça en école. Donc tu vois que ça évolue par rapport à il y a une petite dizaine d'années, et en réalité ça a évolué quand même relativement rapidement. Ça paraît long quand on dit 10 ans. Enfin, moi ça m'a paru hyper rapide, mais tu vois, vraiment sur des sujets où, si je reprends l'exemple de l'offboarding, il y a 6 ans, on me disait, mais qu'est-ce que tu dis? Et là, tout le monde parle de l'offboarding, ils mettent en place des dispositifs, c'est génial. Quand même, ça a été rapide. Et ça, je trouve que c'est hyper positif, en fait. La capacité qu'a la fonction RH, là, en ce moment, à vraiment aller sur des terrains nouveaux et assez rapidement. C'est hyper chouette. Et notamment en marketing. Ouais, clairement. Et du coup, expérience collaborateur, candidat, c'est vraiment ton cheval de bataille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les thématiques qui, selon toi, t'ont marqué, où tu t'es inspiré du marketing et tu t'es dit, dans l'expérience collaborateur ou candidat, voici où on peut mettre du marketing, voici où on peut faire la différence. Alors, l'expérience collaborateur, c'est vraiment une histoire d'émotion. D'accord, ok. Tu vois, comme l'expérience client, c'est la perception et l'émotion que va ressentir le client quand il entre en interaction avec la marque. Pour l'expérience collaborateur, c'est les perceptions et les émotions que vont ressentir le collaborateur quand il entre en interaction avec son entreprise. Alors moi, quand je parle d'expérience collaborateur, dedans, j'inclus l'expérience candidat. Ok, tu le mets... Pour moi, c'est la première étape de l'expérience collaborateur. Et je fais ça volontairement pour vraiment insister sur le fait que du coup, ça doit être aligné. C'est une globalité. Parce que si tu détaches les deux, tu prends le risque que tu aies d'un côté des dispositifs expérience candidat qui roulent, tu vois, en couloir de nage, et après ceux expérience collaborateur, et qu'en réalité, ça ne soit pas aligné ou que ça ne se croise pas. Ouais, et que du coup, en fait, tu as une sorte de désalignement, c'est ça. Donc, tu arrives dans l'entreprise et on t'a vendu, entre guillemets, du rêve sur l'expérience candidat. Voilà. Et expérience collaborateur, du coup, tu es à zéro. Elle n'est pas alignée. Elle est pas Alors que si, dans ton mindset, dans ta façon d'aborder, tu te dis l'expérience candidat, c'est la première étape de l'expérience collaborateur, déjà, tu n'es pas dans la même façon d'entrevoir le truc. Donc, voilà. Donc vraiment l'expérience collaborateur, émotion, perception, c'est hyper important. Le fait que je sois psy et que ça m'ait intéressé, c'est pas si anodin que ça, parce que vraiment en psycho, moi j'ai tendance, je dis toujours quelque chose qui est important pour moi, c'est la perception, c'est la réalité. Tu sais, des fois, tu as les RH, on dit, ouais, mais les candidats, tu vois, un Glassdoor, si je prends les candidats. Les outils, les avis qu'on a sur Glassdoor sont pas vrais, c'est toujours les aigris qui vont mettre des commentaires, etc. Ils se trompent. Tu peux pas dire en tant que RH, la perception des collaborateurs ou des candidats n'est pas bonne. C'est leur perception. Il faut que tu te demandes pourquoi, à quel moment tu as provoqué cette perception. Tu es obligé de prendre leurs yeux et de dire, je me mets à leur place. Dans quelle situation j'aurais écrit, j'irais jusqu'à écrire ce message-là. Mais ça, c'est un truc que c'est bien faire le marketing. Tu vois, oui, de comprendre tes personas, comprendre les personnes que tu adresses, comprendre les problématiques aussi, et puis après, derrière, trouver les solutions ou l'expérience qui va avec. C'est pas quelque chose qu'on faisait en RH. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, le fait de te mettre rien que ça, en termes de philosophie, tu vois, même sans entrer dans les outils encore, de te dire, c'est un changement de paradigme. Il faut prendre l'angle de mon client, à savoir le collaborateur ou le candidat, ça déjà c'est une révolution en RH, en vrai. Tu as des entreprises où on n'a pas le droit de parler de client interne. C'est interdit, le terme, on n'a pas le droit. Alors que client interne, c'est vraiment, ça symbolise ce changement de paradigme. C'est-à-dire que tu considères en tant que RH que tu dois concevoir une offre qui répond à des besoins de quelqu'un, donc d'un client interne. Si tu dis, non, c'est mort, il n'y a pas de client interne, du coup, pour qui tu conçois quelque chose? Tu vois, si tu le conçois juste pour avoir des process, tu vois, le process pour le process, ça n'a pas de sens. Donc déjà, en termes de philosophie, dans l'expérience collaborateur, c'est central, le marketing est central, la démarche marketing. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important pour les RH qui, parfois,
considère encore que le marketing, tu vois, c'est un peu sale. Tu vois, le marketing, c'est fait pour vendre. Ouais, c'est fait pour vendre, ça a un côté un peu mauvais, c'est ça, tu vois, tu mercantile. dis. Ouais, exactement. Alors que nous, tu vois, on est dans un domaine humain, tu vois, on est des humanistes. Bon, pour moi, l'un déjà n'empêche pas l'autre, mais après, c'est pas parce qu'on n'a pas la même finalité qu'on peut pas avoir, tu vois, la même façon d'approcher les problèmes. Ouais. Donc le marketing, pour vendre, eh ben, il a déployé un certain nombre de processus et dispositifs pour comprendre ces personnes-là. Bon, bah, nous, dans un autre objectif qui est le bien-être du collaborateur, le recruter, le fidéliser, etc., eh ben, on a également besoin d'aller l'écouter, d'aller comprendre ses besoins, et donc on peut s'inspirer des méthodes du marketing. Parce que pour moi, le marketing, c'est vraiment la fonction qui connaît le mieux sa cible. Enfin, ça fait des années qu'ils ont éprouvé des méthodes pour aller vraiment comprendre à qui s'adresse, alors que nous, RH, on n'avait jamais trop cherché à faire ça jusqu'à ces dernières années. Et c'est très dommage parce qu'en plus, les données, on les a sous la main, les collaborateurs. Le marketing, ils doivent aller chercher la donnée en plus, tu vois. Bon. Et nous, bah, ils sont là. C'est hyper facile pour nous de les interroger, de les observer, Donc voilà, donc pour te répondre, sur l'expérience collaborateur, vraiment moi, ce que je dis, c'est attention, c'est de l'émotion, c'est de la perception. Là, tu ne peux pas dire ça n'existe pas. Et donc pour comprendre vraiment cette émotion et cette perception et d'où elle vient, tu dois faire comme dans le marketing, écouter, comprendre ta cible, mais vraiment fondamentalement, parce que c'est ça qui va guider ensuite ton action. Sinon, tu risques d'être à côté de la plaque 8 fois sur 10 et de dire « Ah ouais, mais ils disent ça, mais ils savent pas que... » Bah non, mais ils n'ont pas besoin de savoir que, c'est ce qu'ils vivent. Tu es obligé de prendre en compte ce que vivent les collaborateurs. Ouais, clairement, et sinon tu navigues à l'aveugle, c'est un peu comme si tu lançais des filets de pêche, puis après tu vois si ça mord. Mais, alors que là, tu as l'information, c'est vrai que tu es sous les yeux, que ce soit sur la partie entretien collaborateur global, donc tu disais, tu as de la chaîne de valeur de candidat et collaborateur final. En fait, tu peux les interroger, tu les interroges tous les jours, tout le temps. Donc ça qui est génial. Et quand tu évangélisais justement la partie marketing appliquée au recrutement, donc expérience collaborateur que tu mettais en avant, quels sont les réfractaires que tu avais ou les objections que tu avais en termes d'état d'esprit? Les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Alors, sur l'onboarding, par exemple, j'ai eu jusqu'à récemment, où je formais des dirigeants, comme objection, j'ai eu, mais en fait, tu vois, c'est un peu une espèce de vision darwiniste de l'entreprise. C'est-à-dire, ok, c'est dur pour s'intégrer, mais s'il reste, ça veut dire que vraiment, tu vois, il avait envie de rester, quoi. En gros, je ne vais pas déployer des dispositifs d'onboarding pour lui rendre la vie facile, parce que ce que je veux, c'est qu'il montre qu'il a envie de rester. Ouais, en gros, tu fais un chemin compliqué pour que derrière... tu sois sûr que s'il reste, c'est parce qu'il avait vraiment envie de rester. C'est vraiment, je te dis, c'est un peu Darwin, quoi. Et je trouvais ça complètement débile. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais... face aux enjeux actuels. Et en même temps, les mêmes personnes me disaient on a beaucoup de difficultés à recruter. Donc, si tu as des difficultés à recruter, c'est un peu dommage ensuite, quand tu l'as recruté, de lui mettre des bâtons dans les roues pour voir si réellement il méritait d'être recruté. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais parce que, tu vois, le principal frein, c'est cette idée, et je reviens peut-être à cette histoire de client interne, c'est cette idée que le collaborateur, tu vois, il est payé pour faire un truc. Donc, j'ai pas à lui rendre un service. Enfin, on s'en éloigne beaucoup en ce moment, hein, mais tu me poses la question d'avant, quand je commençais à en parler. Parce que je veux pas caricaturer trop les RH aujourd'hui, parce que cette mentalité, elle est quand même maintenant très minoritaire. Mais il y avait ça. Il y avait les collaborateurs, ils sont payés pour faire une tâche, donc j'ai pas non plus à, tu vois, leur bien-être, il y a un salaire, quoi. On échange des compétences contre un salaire. Et aujourd'hui, cette vision transactionnelle de l'entreprise, c'est plus du tout ce qu'attendent les candidats et les collaborateurs. Donc on nous dit les nouvelles générations. Certes, je pense que ça a été tiré par les nouvelles générations, mais en fait, même des générations plus avancées, quand tu les questionnes... Elles sont très contentes d'avoir oui, bien sûr, d'avoir des dispositifs qui les prennent en compte, qui les écoutent, qui cherchent à leur apporter des réponses pour que leur quotidien soit plus fluide, qui est moins irritant. Et in fine, du coup, ils feront mieux leur taf. Enfin, du coup, tout le monde est content. Si tu veux, il y a autre chose d'assez important, c'est que il y a eu un quiproquo à un moment donné au début de l'expérience collaborateur. Il y en a qui ont commencé à confondre ça avec le bonheur au travail. Tu sais, c'est là qu'on a commencé à avoir des CHO arriver partout, des Chief Happiness Officer, parce qu'il y avait une confusion. Tu vois, c'était l'expérience collaborateur, c'est pour rendre heureux et c'est pour servir le bonheur au travail. Moi, j'étais pas du tout dans ça. Pour moi, la finalité de l'expérience collaborateur, c'est l'expérience client. C'est-à-dire que tu as besoin que tes collaborateurs ils soient bien et qu'ils vivent une expérience au top pour qu'ils délivrent eux-mêmes une expérience au top
au client. Donc la finalité, c'est l'expérience client. Mais pour qu'ils délivrent une expérience client au top et que leur expérience collaborateur soit au niveau, il faut donc que tu t'intéresses aussi à leur bien-être et à leur quotidien, etc. Donc ça, en ricochet, ça peut servir à le bonheur, mais ta finalité, la finalité expérience collaborateur, c'est pas une espèce de truc altruiste, c'est le bonheur. Non. C'est, in fine, c'est le projet d'entreprise et c'est l'expérience client. Ouais, et si au passage, tu le rends heureux, t'as tout gagné. Ouais. Tout gagné, parce qu'en plus, s'il est heureux et qu'il est bien, encore une fois, il va être encore avoir plus envie de s'engager dans l'entreprise, il va être encore plus aligné avec son collectif, avec son équipe, il va avoir envie de collaborer. Enfin, tu vois, forcément, ça a des ricochets. Mais donc, il y a eu cette espèce de confusion au début, et donc les CHO, et donc là aussi, c'était un autre contre-argument à lever quand on faisait de la pédagogie là-dessus, parce qu'on entendait les dirigeants dire non, mais c'est bon, le bonheur, c'est pas moi qui suis responsable du bonheur de mes collaborateurs. Et ils n'avaient pas complètement tort, parce que le bonheur, c'est vraiment protéiforme. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent venir alimenter ou dégrader le bonheur de quelqu'un. Donc, tu peux pas dire l'entreprise est responsable du bonheur. Enfin, c'est trop responsabilisant, même pour les managers. Je trouve que ça fait presque flipper. Ouais. Tu vois. Par contre, de dire l'entreprise, elle est responsable du bien-être du collaborateur quand il est sur son taf dans les murs de l'entreprise ou chez lui en télétravail, ou tu vois, parce qu'après, il y a ça aussi qui est venu compliquer la chose. Mais tu vois, de se dire que l'entreprise, elle est responsable, par contre, du bien-être dans le job, ça, on est d'accord 100%. Et ça, forcément, ça contribuera au bonheur global du collaborateur. Mais donc, c'était un gros argument à lever, ça aussi, cette histoire de finalité de l'expérience collaborateur. Ouais, je comprends, ouais. Et le paradigme de le collaborateur, c'est pas forcément un centre de coût. Ça aussi, tu vois, les RH notamment... alors, c'était un peu dit, pas forcément... Moi, je l'entendais parce que quand tu passes 2 jours ou 3 jours en formation avec des dirigeants, à un moment donné, la parole se libère un peu, tu vois. Ils sont entre eux, ils se sentent bien, ils sont pas filmés. Bon. Donc moi, j'ai quand même plusieurs fois entendu les sales, c'est des centres de profit et tous les autres, c'est des centres de coûts. Donc, je vais pas investir sur des centres de coûts. Parce que ça demande des investissements, en fait, ces dispositifs-là. Donc, en fait, là, le shift à leur faire opérer, c'est pas un centre de coûts, c'est des créateurs de valeur. Parce qu'ils créent de la valeur pour tes clients. Qui crée l'expérience client que tu veux délivrer à tes clients. Et donc là, il y a un shift qui était important à... de comprendre vraiment le ROI, entre guillemets, les avantages pour penser business pour eux, parce que c'est compliqué. Eux, ils ont une vision très business, on va dire, très chiffrée. Donc, il faut qu'ils voient l'intérêt derrière et qui est réel. Okay. Ouais. Donc voilà, c'était passionnant. Hein. Là, aujourd'hui, on a moins à travailler, et encore quand même, il y a parfois encore des freins... mais on a moins à travailler sur ces questions-là, tu vois, en évangélisation. Moi, je suis plus en évangélisation sur parler de cette homogénéité, de cette cohérence globale avec candidats et collaborateurs. Ouais. Et du coup, si on va dedans, si on va à la première étape justement de l'expérience, quels sont les leviers que tu vois qui marchent? Est-ce que tu as même peut-être testé des choses ou vu des entreprises qui avaient des belles success stories là-dessus ou des bonnes pratiques sur ces différentes étapes? Alors, sur l'amont, ce que j'appelle l'amont, l'expérience candidat, clairement, marque employeur, c'est l'essentiel. L'essentiel. Parce qu'il y en a plein là devant YouTube, ils sont en train de gueuler l'essentiel, mais non, il y a aussi le process recrutement, tu as raison, il y a aussi le process recrutement, mais la marque employeur, pour qu'il y ait un process recrutement, faut qu'il y ait un recrutement, donc il faut que tu aies attiré quelqu'un, il faut de l'attraction. Donc si je pars vraiment amont, on est là. Et moi, tu me demandes des bonnes pratiques d'entreprise, on pourrait te citer toutes les entreprises qui mettent en place de l'employee advocacy pour faire parler leurs collaborateurs en interne. Je trouve que c'est encore mieux de faire parler leurs collaborateurs qui sont partis. Ouais, les alumni. D'où l'offboarding. Pourquoi j'expliquais que c'était important. Je leur disais, mais attention, l'offboarding, en réalité, tu reviens sur la marque employeur et c'est un cercle vertueux. Mais parce que, en fait, quand tu lis un avis, tu vois, c'est comme un TripAdvisor où tu lis l'avis d'un client qui est allé dans un hôtel, qui va un peu ou beaucoup t'influencer. Quand tu lis l'avis d'un collaborateur qui est passé par une entreprise, s'il y a encore, tu vas sans doute trouver son avis intéressant, plus intéressant, du moins plus crédible
que si c'est la com qui passe le même message. Exact. Mais encore plus haut, il y a celui qui est plus là. Ouais, qui est plus là. Ouais. Parce que potentiellement, tu te dis, il est parti. Voilà. Est-ce qu'il est parti pour quelle raison, quoi. Ouais. Et puis tu te dis, il est plus lié à l'entreprise. Il a Aussi, plus besoin de faire plaisir à l'entreprise en disant des trucs positifs, lui. Alors que Jacqueline, qui est encore dans l'effectif, elle, tu peux te dire, elle dit des trucs sympas parce qu'elle est encore salariée de la boîte. Il y a toujours ce petit truc. Donc, des collaborateurs partis, c'est top. Donc, moi, dans les bonnes pratiques, certes, l'employé advocacy, c'est bien. Ouais. Mais l'employé advocacy avec des formeurs employés advocacy, tu vois, des gars qui sont partis, c'est mieux. Ouais, là, c'est vraiment best bonne pratique. D'ailleurs, au LabRH, on a une start-up qui s'appelle With a Nudge qui fait ça. Okay. Elle est que là-dessus. Spécialisée là-dessus. Spécialisée là-dessus. Elle a développé une plateforme, Julie, sur comment animer tes alumni pour justement en faire des ambassadeurs. Et du coup, ça se passe par des événements, des webinars, des référals programmes. Leur pousser des coms. Tu vois, moi, des fois, je dis, imaginons, tu as des collaborateurs sur des très gros projets qui durent plusieurs années, tu as des collaborateurs entre-temps qui partent, tu vois, au cours du projet. Quand le projet il est terminé, souvent, tu as un petit vin d'honneur, un petit cocktail sur le lancement du projet. Ouais. Invite-les. Tu vois, ceux qui ont passé 2 ans sur le projet qui a duré 3 ans, ils sont certes plus là, ils sont dans d'autres boîtes, mais invite-les parce que tu fêtes la sortie du projet. Or, ils ont contribué à la réussite de cette sortie et de ce lancement. Donc tu vois, ça c'est pas grand-chose, à moins qu'il soit sur un concurrent direct ou tiens, à ton activité, mais bon, ça va pas concerner la majorité de tes sorties. Donc tu vois, il y a des choses comme ça qui font que tu continues de conserver la relation avec ceux qui sont partis et que ça, c'est vraiment la preuve que tu tiens à eux, que tu valorises la collaboration qu'il y a eu chez toi le temps qu'ils ont été là. Et donc, tu crées de l'expérience collaborateur presque qui ne s'arrête jamais, tu vois. Ça continue, on pourrait imaginer que ça continue comme ça sur des années. Tu les invites tous les ans à ton arbre de Noël, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ça, c'est essentiel. Donc, des événements, des petits dispositifs comme celui que je viens de citer. Aussi, tu peux continuer de leur pousser les offres d'emploi, hein. Ouais, on ne sait jamais, ça se trouve, ils reviennent. Ils reviennent, ils font boomerang, comme on les appelle. Et en plus, ils reviennent forts d'une expérience vue ailleurs, tu vois, avec des nouvelles idées, dans un nouveau contexte. Ça, c'est hyper intéressant pour l'entreprise. Mais si je reviens sur la marque employeur, au tout début, donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose que les RH font pas et qui est vraiment inspiré du marketing, c'est la préférence de marque. Ok. Alors ça, vraiment, j'en parle tout le temps, là, en ce moment, dans mes cours et tout. À Sciences Po, j'en parle vraiment tout le temps. C'est en marketing, tu as vraiment un truc qui s'appelle la préférence de marque, et c'est ce truc qui fait que quand tu es devant un rayon de lessive ou de tablette de chocolat, tu en choisis une et pas une autre. Ouais, t'as tes yeux, ils sont déjà attirés par certaines... Ouais, je vois très bien. Parce que, en fait, tu sais, c'est un peu de l'Inception. Il y a eu tellement de... T'as été l'objet de tellement de messages sur les réseaux sociaux, en termes de communication, de publicité, d'avis. Enfin, t'as été soumis à beaucoup... qui font que ça t'a inscrit cette préférence de marque, qui fait que spontanément, même sans savoir, tu vas vers une marque plutôt qu'une autre. Voilà. Moi, je dis, les RH, il faudrait faire ça, en fait. Il faudrait que tu t'inscrives, que tu travailles une préférence de marque par rapport à ta boîte, comme dans le market, qui fait que en fait, tu ne t'adresses pas forcément qu'à des candidats en recherche. Il faut que tu arrives à t'adresser à des candidats qui ne sont pas encore en recherche. Ouais, qui sont pas en recherche. Ouais. Ils ne savent même pas qu'ils vont être en recherche. Ils sont bien dans leur taf. Mais dans 6 mois, possiblement, il va être en recherche. Qu'est-ce qui fait que sur une liste LinkedIn de poste, il s'arrête quand il voit ton logo. Tu vois, c'est la préférence de marque, exactement comme la tablette de chocolat devant son rayon au supermarché. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il dit, tiens, il va cliquer pour regarder, parce qu'il a entendu parler de toi, parce qu'il a lu des avis positifs, parce que sur LinkedIn, il voit plein de collaborateurs qui disent c'est super ce qu'on fait ici, parce que peut-être il a des copains qui y ont bossé et qui lui disent l'expérience collaborateur, elle est au top. Enfin, tu vois, t'as tissé tout un contexte propice à ce qu'il y ait cette préférence de marque. Et tout ce contexte tissé, il faut que les RH arrivent à faire ça. Et ça, c'est du marketing. Ouais, je vois très bien. Et très, 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 très en amont. On n'est pas sur le site carrière et tout. C'est important. Ouais. Mais on est vraiment beaucoup plus en amont. Faire tu vois, les relations écoles. Ouais. Va pas juste faire des relations écoles pour des jeunes diplômés. Va faire des relations écoles aussi pour te montrer, même dans les alumni, tu vois, de ces écoles-là, parce que tu veux t'inscrire dans la tête de ces gens-là qui sont pas encore en recherche, mais tu sais que c'est des bons profils, parce que tu sais que ce diplôme, ou bon, je sais pas, mort diplôme, mais tu as tes raisons, tu veux recruter ces profils-là, et tu t'inscris dans leur tête parce que tu es dans ces événements, juste tu es dans leur paysage. Qui fait que quand il va dérouler sa liste sur Indeed ou sur LinkedIn de poste, il va s'arrêter sur la tienne. Ouais, il va s'arrêter pour ça. C'est fort. C'est fort. Parce que la personne qui vient visiter ton site carrière, elle est presque déjà acquise. Enfin,
elle est intéressée, elle est curieuse. Donc, si elle vient sur ton site carrière, elle a entendu parler de toi. Ce qu'il faut que tu convainques, c'est celui en amont pour qu'ils viennent sur ton site carrière après. Quoi. Ouais, c'est ça. Si tu reprends le funnel, entre guillemets, que tu as en growth ou le funnel art, bah, tu as cette partie visibilité et puis après, attraction. Et donc, se dire, en fait, toutes les personnes visibles, plus j'en touche, plus j'aurai de personnes qui vont venir du coup naturellement sur mon funnel Sauf et que sur mon site c'est pas carrière. un raisonnement court terme, ça. Ah oui, c'est très long terme. C'est très long terme. Et ça, les RH... Tu vois, on est plutôt en mode pompier, on a un besoin, on recrute, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très... Donc, il y a un espèce de mindset à acquérir, de remonter d'un cran dans sa réflexion et de se dire, il faut que j'aille créer ça. Moi, je te dis, préférence de marque. Il y a des RH qui vont pas aimer. On n'est pas une marque, bon, je sais pas comment il faut l'appeler autrement. Mais voilà, tu vois, ce truc qui se passe en amont, vraiment de l'inception, quoi. Tu mets une graine, mais cette graine, c'est pas juste de la com. Parce qu'il faut vraiment, tu vois, qu'elle soit fondée sur... une vraie expérience collaborateur en interne, solide, dont les gens ont envie de parler positivement, etc. Ok, très clair. Donc là, on a fait la brique marque employeur. Ouais. Ensuite, on a quoi ? Après, tu as tout le process recrutement. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle l'expérience candidat. Ouais. Tout le processus. Donc là, il a cliqué sur ton annonce, ça lui a plu. Donc, alors déjà, ça lui a plu. C'est-à-dire que ton annonce, elle est chiadée. Et ça, c'est pareil. Là, en marketing, moi, ce que je dis, pour s'inspirer, c'est quand tu vois une annonce pour un produit, t'as pas le Manex, le manuel, tu vois, le gros mode d'emploi c'est vrai que... qui est affiché. Alors, va-t'en avec ta fiche de poste, là. C'est vrai que ça fait un peu mode d'emploi. Oui. Pour moi, je dis la fiche de poste, c'est le manuel, tu vois, le mode d'emploi d'un produit. Par contre, la publicité, le flyer publicitaire du produit qui te vend le truc en te mettant les 3 avantages de fou, ça, c'est ton offre d'emploi. Donc, en fait, les offres d'emploi, elles doivent être travaillées. Idem avec cette vision marketing et je veux vendre un poste, vraiment. Et donc, même actuellement, tout le monde parle de bosser l'annonce, la job desk. Tout le monde, on en parle beaucoup, hein, mais moi, je continue de voir des job desks qui font des job desks. Enfin, je vois rarement des trucs qui sont vraiment de la vente. Et c'est pas parce que tu vas le tutoyer que tu es en train de faire de la vente. Hein. Mais tu vois, un truc où vraiment tu mets en avant les avantages... tu vois, dans l'expérience client, il y a une stat qui est hyper intéressante, c'est qu'il y a 81%, c'est une stat de Capgemini 2017, 81% des clients qui déclarent être prêts à payer plus pour une meilleure expérience. Donc, ça veut dire que tu vas payer plus un produit juste pour l'expérience. Alors ça, souvent, les gens ils font « Ouais, c'est n'importe quoi. » Vas-y, sors-moi ton téléphone, t'as un iPhone, t'en fais partie. Ouais. Parce qu'un iPhone, en fait, tu vas le payer 2-3 fois plus cher qu'un autre téléphone qui fait la même chose. Sauf que tu vis une expérience Apple. Ouais. Tu es dans un truc. Tu vois, Nescafé, c'est pareil. Hein, les dosettes, voilà, c'est du café. Mais tu es dans autre chose. Quand tu vas dans une boutique, Nespresso, pardon, tu es dans les codes du luxe, les gants blancs, Georges Clooney à tout moment et des boules. Tu vois, c'est pas le gringo avec son chapeau. Voilà, c'est vraiment, on a voulu upgrader le truc. Toi, dans ton offre d'emploi, il faut que tu fasses, que tu rendes compte, en fait, que tu lui donnes un aperçu de cette expérience incroyable qu'il va vivre. Parce que peut-être que dans les 80% de clients qui sont prêts à payer plus cher, tu aurais peut-être un équivalent, je ne sais pas, là c'est mon intuition, de candidats qui diraient « Moi je suis prêt à peut-être dégrader certains aspects de mes demandes, mais parce que je sais que je vais vivre une expérience plus intéressante dans l'entreprise qu'ailleurs. » Tu vois, à poste égal. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un candidat ait choisi plutôt toi qu'un autre? C'est cette expérience. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans ton annonce. En fait, c'est pas d'écrire tout, reporting toutes les semaines, maîtriser Excel. Ça, c'est... Bon. Ça, tu auras un entretien où tu auras des tests après pour aller les évaluer. Toi, il faut que tu lui montres quelle expérience, que tu lui expliques quelle expérience il va vivre quand il va venir chez toi. Ça va l'attirer. Et qu'est-ce qui ne va pas vivre chez toi aussi, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus, à ce stade-là du process, attirer tout le monde. Ouais. Il faut... il faut que tu aies quelque chose au moins qui qualifie, exactement, discriminant. Il faut être discriminant, sinon tu te tapes 400 CV. Moi, les gens qui me disent « Ah là, j'ai reçu 400 CV à chaque fois sur tel poste », je fais « Non, mais tes annonces, ça ne va pas en fait. » C'est-à-dire que ça ne va pas les annonces. Ça va pas. Il faut que ce soit vraiment discriminant. Il faut qu'il y ait des choses où vraiment c'est des vrais choix. Et arrête de vouloir plaire à tout le monde. Donc ça, c'est aussi important. Tu vois, je sais pas, il y a des boîtes qui écrivent que L'Oréal, par exemple, ils ont un niveau d'exigence très élevé.
Et fut un temps, c'était quelque chose de pas très bien perçu par les candidats, parce qu'il y avait des rumeurs, des choses qui disaient que vraiment c'était dur en interne, tu vois, que vraiment de pousser à bout, etc. Et en fait, alors déjà, ils ont bossé ça en interne, et en fait, ils essaient d'en faire une force. Tu vois, en mode l'exigence, c'est l'excellence. L'excellence, Mais ils savent que ça va être discriminant, donc ils n'ont pas arrêté de le mettre en avant, en fait. Donc voilà, il faut être discriminant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ce que tu disais aussi, le fait de vendre, parce que j'entends déjà les gens qui vont dire vendre et tout, c'est pas bien, etc. de vendre. Mais en fait, vendre, on vend tous tout le temps, entre guillemets. Tu vends un projet, tu vends une idée, tu vends un restaurant à tes amis. Il y a ce fait d'embarquer en fait les gens vers une direction. Et l'art du copywriting, c'est de vendre avec les mots. Donc, le copywriting de son offre, c'est hyper important, je suis d'accord avec toi, tu vois, d'embarquer les gens pour que tu aies plus d'opportunités, en tout cas plus de candidats qualifiés. Ouais, mais j'aime bien effectivement comment tu le... C'est-à-dire vendre, embarquer, j'aime bien en fait aussi. C'est pas mal, ça peut faire moins peur. Ouais, ça fait moins peur que le mot vendre. Ok. Donc, toute la partie... attraction, site carrière aussi, comment tu... Site carrière, pareil, il y a des parallèles qui sont à faire le SEO, je sais pas si c'est... Le SEO, évidemment, comment la navigation sur ton site. Sur ton site, exactement, ouais. L'expérience, en fait, l'expérience de ton site carrière, donc avec analyser les clics, combien il y a de personnes qui ont cliqué, combien il y a de personnes qui ont postulé à telle offre d'emploi vs une autre qui est agencée différemment. Donc tu vois tu fais de l'A/B testing, test ce que j'allais dire. Il faut faire de l'A/B testing pour t'inspirer de ce que fait le market, effectivement. Par où il commence à regarder la page, par où il va, où est-ce qu'il clique en premier. En fait, tout l'objectif, c'est d'optimiser. Il ne faut pas que ça soit discriminant. En fait, tu vois, tout ce qu'on dit là sur être discriminant sur ce que tu vas offrir au candidat, il ne faut pas que ça soit discriminant sur le process. Pareil, il ne faut pas se dire plus c'est long, plus ça va montrer sa motivation à la fin de l'avoir fait, quoi. C'est un peu bête. Parce que sur le chemin, tu vas en perdre un certain nombre que tu n'aurais peut-être pas eu envie de perdre, mais qui avaient eux autre chose à faire, ils sont en poste. C'est ça. Ils n'ont pas le temps. Donc en fait, il ne faut pas être discriminant sur le process que tu vas offrir. Là, pour le coup, le process, lui, doit être le plus optimisé, le plus fluide possible. Le plus fluide. Et pour l'optimiser, sers-toi des outils, effectivement, market, test. Donc le site carrière, par contre, il est essentiel. Il y a un truc, juste si je peux dire un truc sur le site carrière que je vois pas. Les boîtes, elles postent beaucoup sur LinkedIn. Donc LinkedIn, du coup, c'est très éphémère, c'est par définition. Donc ça part dans le flow, là, comme ça. Et puis c'est tout. Ouais, du coup, elles mettent rien sur le site carrière, c'est ce que tu veux dire. Je dis, en fait, ta vitrine, c'est pas LinkedIn, ça doit être ton site carrière. Tout ce que tu postes sur LinkedIn, ça doit se retrouver ailleurs, sur quelque chose de plus pérenne. Genre ton site carrière. Mais ça ne t'empêche pas d'aller animer LinkedIn comme tu le fais là. Sauf par contre, c'est un peu dommage. Moi, si j'arrive 2 jours après la super vidéo que tu as fait dans tes locaux, honnêtement, moi j'ai une grosse communauté, je te vois plus dans mon fil. Alors que si ça m'intéresse de savoir ce que tu as fait ou je suis un candidat, je vais sur ton site carrière et là, peut-être, j'ai des catégories. Regarder l'expérience qu'on vit de l'intérieur et bam, je retrouve la petite vidéo que tu auras postée sur LinkedIn 2 semaines avant et que moi, j'aurais pas vue. Donc, voilà, c'est essentiel. Je trouve que le site carrière est devenu un job board. Enfin, tu vois, juste, c'est là où on poste nos offres. Et on n'en fait pas un vrai outil à nouveau market, tu vois, un vrai truc puissant. D'acquisition avec un bon SEO bien référencé, comme ça derrière. En fait, tu as des gens qui vont venir naturellement, certainement avec certains mots-clés. Et puis derrière, même ce que tu dis, tu as du contenu avec de l'expérience, des vidéos sympas qui donnent envie, de venir. Qui ne sont pas juste postés sur un réseau social. C'est ça qui est très très dommage. Parce qu'en plus, vraiment, on y passe du temps, de l'argent, il y a des bonnes idées sur ces vidéos et tu arrives sur un site carrière où tu as l'impression que le truc, c'est un espèce de site carrière froid où ça évolue pas, tu vois, les contenus sont là posés. Et juste, c'est les offres d'emploi qui changent. Et juste, on parle des valeurs. C'est dommage, viens exploiter. Moi, j'ai retenu un truc de mes cours en market. C'est un contenu, plusieurs canaux. Il faut toujours réexploiter ce que tu as fait. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne l'applique pas sur site carrière. Donc voilà, sur site carrière, c'est plutôt ça que j'ai à dire. Après, on a des beaux sites carrière quand même. C'est dommage parce qu'ils ne sont pas toujours très personnalisés. C'est-à-dire que moi, j'ai été contributrice sur le site carrière de BPCE quand je suis arrivée. Et dans l'appel d'offres, je challengeais les entreprises sur le fait que moi je rêvais d'un site carrière où tu arrives, tu dis je suis senior ou je suis jeune diplômé, et tout le contenu du site carrière, c'est pas le même en fonction de ce que tu as répondu. Et tu sais ce qui m'inspirait ?
c'était les sites de jouets des gamins. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand Toys R Us t'arrivait, tu disais c'est un petit garçon ou c'est une petite fille. Bon là c'est hyper genré, c'est dommage, mais je veux dire juste dans la philosophie, il aime la licence Marvel ou il aime le foot. Et en fait t'avais pas les mêmes contenus qui s'affichaient, mais c'était pas comme un filtre juste de produits, c'était vraiment dès que t'arrivais sur le site, il te customisait tout le site avec ce que tu venais de lui dire. Je sais pas si c'est toujours le cas Toys R Us, mais il y a 5-6 ans c'était ça. Et moi j'avais pris ça en disant dans la boîte, il faudrait qu'on ait un truc comme ça. On arrive sur le site, tu dis j'ai 10 ans d'expérience. Forcément, si j'ai 10 ans d'expérience, c'est pas les mêmes contenus qui vont m'intéresser que si je suis jeune diplômé. Si je suis jeune diplômé, ça va m'intéresser tes contenus qui m'expliquent comment postuler. Si j'ai 10 ans d'expérience, c'est moins ça. Peut-être que ce qui va m'intéresser, c'est, je sais pas, comment tu vas me faire évoluer dans l'entreprise alors que j'ai 10 ans d'expérience et que les évolutions sont parfois moins rapides à ce moment-là que quand je suis jeune dip. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, tu ferais tout ton site, même les actus que tu pousses. En fonction de cette info d'entrée que tu donnerais. Et donc, on a essayé de faire un truc un peu comme ça sur BPCE, mais parce que du coup, les mecs qu'on avait en face qui répondaient à l'appel d'offres n'étaient pas en capacité. Moi, je leur disais ça, ils me disaient ah ouais, ça serait super. Les gars, je ne sais pas, tu vois. Mais je parle de gros acteurs. Hein. Alors, je suis moi dans le game. Hein. Peut-être que là, ce que je dis, il y en a qui vont me dire super, c'est vrai, on le fait maintenant. Bon, mais j'en vois pas beaucoup quand même. Mais tu vois, un truc où, voilà, sur le site carrière, je pense qu'il y a ce raisonnement de site vitrine, mets-y tous tes contenus pour pas que ce soit juste un site froid. Où tu vas, qui bouge pas. Et deux, peut-être essaie de le penser, toujours pareil, persona. Vraiment que ça réponde à tous tes personas. Et si tu peux faire ce truc, je dis, là, d'entrée... de personnalisation, je vois très bien. Même sur la partie sales, je sais pas, tu as des typologies de clients et en fonction de ces typologies de clients, tu vas avoir une personnalisation. Même nous, on avait de la personnalisation au niveau des prénoms. Où la personne, par exemple, tu lui envoies des landing pages. Bon, ça, c'est plus quand tu fais de l'acquisition. Mais quand on voit des landing pages personnalisées pour des personnes bien définies où tu as le prénom, donc Séverine, tac, la personne elle clique dessus et là toute une expérience personnalisée à son nom. Quoi. Mais t'as vu, on fait pas ça en non, pas du tout. Je te dis, il y a encore des tonnes de trucs à aller s'inspirer du market. Hein. Donc voilà, donc sur le site carrière. Et après, tu as tout le process des recrutements, des interviews, les entretiens. Et évidemment, de faire un retour aux candidats, que ce soit positif ou négatif. Je crois que tu as reçu Mathieu Penet. Exact. Yago. C'est incroyable. Et puis après, tu as ce process qui est le process pont entre le recrutement et l'interne, enfin le collaborateur, qui est le process d'onboarding. Qui est un process compliqué du coup parce que la personne, elle est plus tout à fait, elle est plus candidat, elle est recrutée, mais elle n'est pas encore collaborateur. Donc comment tu fais pour lui faire vivre déjà, tu vois, c'est l'intégrer avant l'intégration, quoi. Lui faire vivre déjà une expérience, alors que tu peux pas lui faire vivre la même que les autres parce qu'elle n'est pas là encore. Et que tu peux aussi avoir des freins de confidentialité de certaines choses, etc. Donc voilà, donc c'est le process onboarding, il est vraiment tricky pour ça. Okay. Mais par contre, il peut être très puissant. Parce que si tu arrives à faire ça, c'est-à-dire à lui faire vivre une expérience avant qu'il arrive, tu as beaucoup moins de no-show. Souvent, il y a des gens qui vont ne jamais arriver. Pas refus de proposition, mais c'était no-show. Ça. Tu as quelqu'un, il est toujours pareil, il faut toujours se mettre dans les baskets de l'autre. Et c'est là où, tu vois, moi, quand j'ai fait du reclassement, je sais, le mindset, je le connais, de quelqu'un qui galère à trouver du taf et tout. Il faut se mettre à sa place. Il n'a pas de job. Peut-être il a démissionné quand tu lui as fait la propale ou il est parti. Et là, il y a 2-3 mois devant lui. Mais s'il ne se passe rien, déjà, lui, il peut commencer à stresser. L'expérience collaborateur, il faut toujours bien avoir en tête, ou candidat, c'est de l'émotion et de la perception, je redis. Donc, si tu le laisses comme ça, dans cette espèce de... Moi, j'appelle ça la zone blanche, il ne se passe plus rien pour lui. Il peut, tu vois, tu lui laisses trop de temps à se poser des questions. Ouais, il se pose des questions. Il se pose trop de questions. Donc, ce qui est normal, parce qu'il est dans une période un peu stress. Il lâche un boulot, soit il a démissionné soi-même, mais ça fait longtemps qu'il recherche. C'est un peu stressant pour lui, tu vois, comment je vais m'adapter, est-ce que ça va me plaire, est-ce que l'équipe, ça va le faire, etc. Donc, c'est une période vraiment très, très propice au stress. Donc, c'est pour ça pour moi, c'est vraiment un gros moment clé. Et donc, toi, il faut que tu réussisses à lui éteindre un peu ce stress, et donc en anticipant peut-être des questions qui se poseraient, qui pourraient se poser en y répondant tout de suite, tu vois, genre, est-ce que je vais bien m'entendre avec l'équipe ? Fais-lui rencontrer l'équipe. Ouais. Il va dans un after qui rencontre... Mais même l'équipe, en plus, ça se pose des questions. Qui ça va être Vas-y, réponds aux questions des deux. Alors, peut-être pas trop en amont, la rencontre de l'équipe. Et pourquoi pas. Mais sinon, tu vois, garde le contact avec lui.
Parce que, donc quelqu'un à qui tu n'as pas vraiment gardé le contact pendant 2 mois, lui, il a postulé à des offres d'emploi avant que tu lui fasses ta proposition. Donc si jamais il a un autre plan qui se déclenche, tu vois, qui au final le rappelle, ouais, vous aviez postulé il y a 1 mois, c'est pour vous dire, ça peut être dur pour lui de dire non. Toi, il n'entend plus parler de toi depuis 1 mois, bah allez, je vais aller voir quand même, tu vois. Enfin, faut se mettre à la place dans la tête des gens. Les gens, c'est pas des robots. Donc les RH, ils sont ultra frustrés. Et moi, j'ai fait du recrutement, je l'ai connu, cette frustration du lundi matin, le manager, il t'appelle à 9h, il dit, il est pas là. Il n'est pas là. Mince. Enfin, tu vois, c'était notre époque. Donc là, maintenant, on a beaucoup d'outils, beaucoup de moyens quand même de garder cette relation. Faut le faire. Et je trouve qu'il y a un schéma qui est intéressant qu'on peut s'inspirer justement du marketing, c'est la Customer Journey. Ouais, tout à fait. Où on va avoir du coup, la Customer Journey, c'est la journée type d'un client. Donc quand il va avoir la première étape commerciale, ensuite la deuxième étape de proposition, etc., jusqu'à ce qu'il soit client. Et même après, lorsqu'il est client, qu'est-ce qui se passe? Et à chacune des étapes, d'avoir justement une sorte de ligne sur qu'est-ce qu'il pense, quelles sont les questions qu'il pense à ce moment-là, à cette étape-là. Et en fait, en listant ces questions-là, c'est vrai que moi j'ai fait cet exercice pas mal de fois, et il y a plein de trucs que j'avais pas du tout vu sans faire cet exercice-là. Et derrière, en fonction des réponses, des questions que la personne se pose, quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Donc un onboarding avec par exemple un email effectivement 2 semaines après que la personne ait signé son contrat, une invitation avec apéro avec les collaborateurs, et du coup avoir plein d'étapes et plein d'actions comme ça qu'on va mettre dans son process au final. Dans le livre en 2018, on a l'employé journée. Ok, pour les journées, c'est parfait. Je parlais d'employé journée, moi. Dans ma tête, j'avais le candidat journée. Enfin, oui, il faut... Le truc avec les petits smileys, là. Exactement, bien sûr. Mais les petits smileys, c'est pas juste parce que c'est joli, c'est parce que c'est de l'émotion. Donc, ça te permet de voir où est-ce que ça peut frictionner un peu. Donc oui, mais complètement, c'est excellent outil. Ok. Et une fois que le collaborateur, du coup... on va dire que c'est bon, il n'est pas parti à la concurrence. Il a bien aimé, il a eu beaucoup d'émotions. Et il arrive dans l'entreprise. Comment ça se passe, selon toi, l'onboarding, entre guillemets, même si l'onboarding commence avant? Ouais, bien sûr. L'onboarding, il y a 2 questions. C'est quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête? Alors, ça doit surtout pas s'arrêter le premier jour, très clairement. Ça doit surtout pas s'arrêter... Enfin, surtout pas. Selon moi, ça doit pas s'arrêter à la période d'essai. C'est très arbitraire, en fait, comme truc de dire période d'essai, c'est fini l'onboarding. En plus, la période d'essai, c'est pas la même durée en fonction des statuts. Qu'est-ce qui justifie que tu as des statuts qui ont un onboarding plus long que les autres? Enfin, j'arrive pas bien à comprendre la logique. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la logique de la facilité. Je respecte tout le monde. Mais voilà, je pense qu'il faut se creuser un peu. L'onboarding, selon moi, il doit s'arrêter quand, en fonction de l'activité de l'entreprise, quand on a possiblement fait voir tous les cycles de son poste à un nouveau. Et parfois, c'est 1 année. Moi, dans mon bouquin sur l'onboarding, je prends 1 année. C'est jusqu'à la première bougie. Mais tu vois, sur des boîtes de conseil, ça n'a pas de sens 1 année. Parce que les mecs, ils sont placés très vite. Donc, il faut aller plus vite. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de... C'est drôle, c'est intéressant. Une année complète. Moi, j'ai fait 1 année complète parce que tu vois tout le cycle. Tu vois même le cycle de l'entretien et tout, annuel et tout. Mais attention, sur l'année, tu n'as pas le même effort. Tu vas peut-être avoir beaucoup de dispositifs d'onboarding au début, les premières semaines, et puis après, ça va peut-être un peu plus s'étaler, et puis sur les 3-4 derniers mois, c'est un entretien avec ton buddy ou avec la RH, tu as peut-être un dernier questionnaire de satisfaction. Il faut faire des questionnaires, évidemment, il faut aller l'écouter pour savoir comment c'est en train de se passer. Voilà, mais tu as encore un suivi, tu vois, jusqu'à la dernière année, je trouve ça assez intéressant. Mais encore une fois, il ne faut pas être dogmatique sur la durée. Je pense que ça dépend vraiment de l'activité et du poste. Par contre, le statut, je trouve que c'est un peu plus bizarre. Mais ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe les premières semaines? Les premières semaines, ton objectif, ça doit être qu'il soit opérationnel sur son poste. Et tu vois, cet objectif, petit à petit, se remplace un peu par qu'il acquiert les codes de l'entreprise, qu'il soit bien introduit dans le collectif, mais pas que le collectif de son équipe, tu vois. Le collectif de l'entreprise, est-ce qu'il connaît bien les autres directions? Est-ce qu'il sait parler de ta boîte dans son ensemble? Est-ce qu'il a compris toutes les activités? Donc pour ça, tu peux aller lui faire des immersions. Tu vois, tu l'envoies, je sais pas, tu es un industriel, tu l'envoies passer une journée dans une usine. C'est une boîte plutôt commerciale, tu l'envoies passer une journée en boutique. Enfin, tu vois, c'est du retail. Enfin, il y a une façon de lui montrer, d'agrandir son champ de vision que juste son poste. Et d'ailleurs, en agrandissant son champ de vision, tu vas peut-être lui faire naître en lui un parcours qu'il n'avait même pas entrevu en arrivant.
il peut se dire, ah tiens, je savais pas qu'on faisait ça, qu'il y avait tel type de métier, qu'on pouvait... Tu vois, tu le fidélises en plus par cette période un peu onboarding où tu lui fais voir un spectre plus large de la boîte que juste au début, où au début, au début, ton objectif, c'est il faut qu'il comprenne son poste, son périmètre, ses interlocuteurs directs et qu'il soit opérationnel. Donc au début, c'est une montée en compétence sur son poste, et après, c'est une montée en compétence sur sa connaissance de la boîte, quoi. Et du collectif. Chez L'Oréal, ils font un truc que j'adore qui s'appelle FIT, où en fait, ils permettent aux nouveaux de se créer un réseau interne, parce que le réseau interne, c'est hyper important, surtout dans les grands groupes. Et donc, pour lui permettre de se créer un réseau interne à tous les nouveaux, il a l'annuaire ouvert de n'importe qui dans le groupe et il peut prendre rendez-vous avec. Génial. Et il dit, je suis dans mon fit. J'aimerais bien vous rencontrer avec quelqu'un même d'une autre BU. Et comme ça existe depuis longtemps, c'est pas du tout un truc nouveau, je crois que ça fait 15 ans. Il y a de grandes chances que celui que tu es en train d'appeler, il ait aussi eu lui à faire cette démarche. Donc tout le monde est hyper open sur ce truc et dit c'est normal, ça fait partie de la culture. Voilà, et c'est top. En plus, déjà, même pour le nouveau, ça lui montre une boîte où tout le monde est très accueillant, bienveillant pour lui parler, pour le recevoir. Donc je trouve que le message, il est hyper positif. C'est top, j'en parle, je les ai interviewés pour le bouquin, donc j'en parle bien dedans. Donc voilà, mais tu vois, c'est un autre objectif que juste qui remplisse ses objectifs et qui soit opérationnel sur son poste, qui est un objectif important. Mais tu vois, tu vas plus te concentrer au début sur cet objectif. Et après, ton objectif, il va évoluer. C'est pour ça que je dis, même la fréquence des dispositifs que tu mets en place sur l'onboarding, c'est pas la même qu'au début ou 7 mois après. Mais je pense que c'est bien de l'étirer sur la durée si tu veux que vraiment... si tu veux aussi avoir comme objectif de l'intégrer à ton collectif, ton entreprise. Si tu es sur des trucs de conseil où tu n'as pas besoin qu'il acquiert forcément ça tout de suite chez toi parce qu'il est placé chez le client, l'objectif il est encore différent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'adapter à ta boîte. Donc tous les trucs de voilà l'objectif type, l'onboarding type, faites comme si, voilà les étapes, faut pas. Affire. Non mais c'est bien de poser justement les objectifs à chaque étape, de vraiment se poser la question, c'est quoi le goal derrière en fait, quelle est l'intention en fait derrière cet onboarding et les actions que je vais mettre en place. Est-ce que tu as d'autres exemples, je sais pas, d'onboarding, de choses un peu différenciantes que tu as pu voir? Alors comme on est sur une discussion un peu market, tu vois, il y a l'effet waouh. Donc ça c'est encore vraiment un truc qui vient du marketing, et l'effet waouh en onboarding, tout le monde cherche un peu cet effet waouh parce qu'on veut impressionner le nouveau quand il arrive le premier jour. Voilà. Donc moi, sur l'effet waouh, je dis, bon, attention au taquet, où est-ce que vous le mettez. Pareil, en fonction de ta culture et de qui t'es, tu vois, si t'es une boîte où t'es pas waouh, en fait, tu vois, c'était pas très fun parce que, je sais pas, ton activité, ton histoire, j'en sais rien, il y a des boîtes, va pas que ça crée un décalage, quoi. Voilà, fais pas des confettis quand il arrive sur son bureau. Toi, c'est bizarre. Par contre, voilà, en fonction de la culture de la boîte, tu peux faire des trucs très sympas. Moi, j'avais discuté avec une start-up qui envoyait un chauffeur privé chercher le nouveau son premier jour. Ah, c'est trop cool, en vrai. C'est top, ça claque ou pas? Ouais, franchement, c'est la classe, quoi. Incroyable. Tu sors de chez toi et tu as une voiture qui t'attend pour t'emmener ton premier jour au bureau. Mais ça te marque. Le principe de l'effet waouh, c'est d'être mémorable. Donc là, franchement, toute sa vie se rappelle. C'est quoi le coût? Alors, à moins que tu recrutes 500 gars par mois. Un Uber, ça va, quoi. Tu vois, généralement, il n'habite pas à 100 km de chez toi, donc, de son bureau. Donc, en vrai, ça passe. Mais tu vois, si tu fais ça, parce que tu vois, c'est une start-up, c'est en mode très agile. Bon, ça passerait peut-être pas dans toutes les boîtes. Il y a Google, alors je sais plus si c'est Google, ils leur mettent il y a un ballon sur le bureau qui indique que c'est un nouveau. Donc là, tu peux te dire, ouais, bon, tu vois, par exemple, des fois, quand j'ai fait des formations que j'ai parlé de ça, on m'a dit, ouais, bon, c'est Google, le ballon. Alors, je sais plus si c'est un ballon ou une casquette, mais bon, ouais, bon, nous, on n'est pas genre ballon, ça fait trop start-up, tu vois, ça fait trop... Mais en fait, réfléchis, le ballon, c'est pour l'identifier. Donc, quand tu as des grands plateaux, toi, tu es là depuis 5 ans, tu fais pas du tout partie de cette direction. Tu passes, tu vois un ballon ou tu vois une casquette. Tu sais que c'est un nouveau. Tu fais quoi? T'y vas. Donc t'y vas, tu te présentes, tu dis ah t'es nouveau, machin, j'ai vu le ballon, j'ai vu la casquette. Comment ça... Ça te met un icebreaker en fait. Ouais, c'est un icebreaker. Ouais, mais pour le nouveau, c'est hyper sympa. Enfin, tu vois, tu te sens accueilli, tu te sens... Donc là aussi, tu l'as l'effet waouh. Et t'as pas été jusqu'à un chauffeur privé. Il y a plein de façons de faire des trucs hyper intéressants. Il y a une boîte aussi, ils mettaient des QR codes dans leurs locaux. Et quand tu passais devant un QR code, ça te racontait un truc sur la boîte.
C'est pour les nouveaux aussi. Ok, Donc, ouais. tu pouvais, puis même les anciens me disaient, en fait, on continue des voix. Donc, toi, tu passais, tu scannais le QR code, puis là, tu lisais, je sais pas, un truc sur l'historique de la boîte ou qui avait un rapport avec le lieu où tu te trouvais. Si c'était un amphi qui portait le nom d'un premier fondateur de la boîte, bah, du coup, ça te racontait l'histoire. Des Ok. trucs comme ça. Hyper intéressant, tu trouves que c'était physique. Tu vois, des fois, tu l'as ça sur des applis et tout, ce qui est aussi très intéressant, mais là, physiquement, c'est une autre expérience. Ouais, Chez ouais. Vivre. Donc, voilà, tu peux faire plein de trucs, mais sur l'effet waouh, je pense qu'il faut qu'il y en ait un peu. Parce qu'encore une fois, il y a cet angle, cet aspect mémorable qui est hyper important dans l'expérience collaborateur. Mais attention, on va pas trop loin, enfin reste aligné avec Ouais. qui t'es quand même et ta culture. Ouais, je comprends. Ouais. Sinon, c'est bizarre. Ouais, faut pas que ça soit trop décalé parce que sinon, l'effet waouh, et si derrière t'as rien, Ouais, c'est bah, ça. tu peux être vite déçu, quoi. Ouais, En fait, c'est il y a de ça, la c'est- déception en fait, que tu crées. Ok, hyper intéressant. Et ensuite, dans l'expérience, si on continue dans l'expérience collaborateur, donc on a mis, pas le paquet, mais on a mis plus d'efforts au début. Ouais. C'est normal parce qu'il y a plus de choses à faire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Ouais. sur la suite? Bah là, c'est pareil, attention. Parce que, tu vois, par exemple, rien que sur l'onboarding, Ouais. tu vas mettre plein de trucs en place, même le petit effet waouh. Toi, t'es arrivé depuis 5 ans, il se passe plus rien pour toi. Ouais, t'en as un peu marre, là, du ballon, où tu vois, bon, ça va bien aller. Moi, il se passe plus rien pour moi. Donc, effectivement, il faut que ça continue. Et on a beaucoup parlé, ça vient du market aussi, d'expérience client, des moments clés. Ouais. Il y a des moments clés que tu peux aisément identifier, comme, je sais pas, une promotion, changement de poste en interne. Attention, l'onboarding en interne, c'est très important aussi, dans les changements de poste. On a aussi l'entretien annuel. Bon, donc ça peut être des moments clés identifiés. Mais en fait, moi j'ai beaucoup défendu ça au début. Et en fait, dernièrement, j'ai acquis une conviction aussi qui est, en fait, il faut que tous les moments, faut faire attention à tous les moments en vrai. Parce que les moments clés dans une carrière ou dans un parcours d'une boîte, il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas, il y en aura 10. Ouais. Par contre, des moments quotidiens où tous les jours tu galères pour faire une note de frais, ou quand tu veux faire valider un truc à ton N+2, ça prend des plombes parce que le workflow il est pas fluide. Ou tu veux contacter un collègue qui, tu sais qu'il a travaillé sur un projet qui est assez proche du tien, il est dans une autre direction, c'est une tannée parce que tu peux pas lui parler en direct, il faut que tu passes par ton boss, qui doit passer par son boss. Enfin, tu vois, ça c'est des points de friction quotidiens. Et même si tous tes moments clés que tu auras identifiés, tes 10, là, tu auras vachement bossé dessus et ils sont super, si tout le quotidien du collaborateur il est jonché d'irritants comme ça, je suis pas sûr que ça va compenser, quoi. Ouais. Et c'est justement dans ces moments clés que les gens vont prendre des décisions en se disant en fait là, je sais pas, j'ai pas eu mon augmentation, mais en fait c'est l'accumulation Exactement. de toutes ces frictions là qui Ouais. fait que, alors que bon, t'as peut-être pas eu ton augmentation, bon, pour Voilà. ce cas-là, mais si tout le reste était top, si tout le reste est au top, tu dis franchement c'est quand même cool, je suis bien. Voilà, Quoi. tu peux plus exactement. Donc voilà, je trouve qu'on a beaucoup parlé des moments clés. Ils sont importants parce que comme tu le dis, effectivement, ils sont décisifs. Hein, c'est comme ça qu'on les qualifie. Mais attention, ils sont décisifs, mais ils sont pas juste tout seuls, quoi. Enfin, il y a tout le quotidien. Et dans tout le quotidien, il peut y avoir beaucoup de points de friction qui effectivement on cumule des grades, Ouais. des grades d'expérience collaborateur. Donc ça, c'est essentiel. Voilà. Ok, ouais, je vois. Est-ce qu'on a fait toute la partie collaborateur pour aller jusqu'à l'offboarding? Oui, alors après, il y aurait des tonnes de trucs à dire Ouais, entre les j'imagine, deux. Hein, ouais, le c'est sentiment ça. d'appartenance, On comment peut tu écrire le des développes. livres. Ouais, on peut écrire des livres. Le sentiment d'appartenance, comment tu le développes. Le sens, comment tu le donnes. La lisibilité organisationnelle, ce que je disais là, sur comment tu fais pour identifier quelqu'un dans la boîte que tu as besoin de contacter. Est-ce que tu peux le contacter en direct. Enfin, tout ça, c'est de l'orga. C'est aussi important. En fait. Enfin, nous, on avait identifié dans le bouquin 5 dimensions. Ouais. Donc voilà, tu as beaucoup de choses à dire. Et donc, par contre, si tu arrives à l'offboarding, quand tu arrives à l'offboarding, là, le principal, ça c'était mon dada il y a quelques années, mais là maintenant les gens ont bien compris, c'est il faut arrêter tout le champ lexical autour de l'offboarding, de la rupture, le divorce, c'est comme un décès, mais calmez-vous, c'est juste il sort. Voilà, il a peut-être beaucoup aimé son parcours chez vous, il a contribué à vos projets, il arrive à la fin d'un cycle, il part, il reviendra peut-être pas, c'est pas grave, mais il a contribué à la boîte. Donc il y a beaucoup trop de drama Ok. autour du fait de vouloir partir, quoi, de quitter la boîte. Tu vois, comment tu peux nous faire ça? On t'a fait évoluer, on t'a formé, mais tu l'as fait évoluer, tu l'as formé, mais en échange,
Enfin, il t'a apporté des compétences, il t'a apporté son jus de cerveau, il a contribué à des projets, il a contribué au collectif. Enfin, tu vois, ça n'a pas été que dans un sens. Ouais. Donc, il y a un truc là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment dédramatiser l'offboarding. Ça a vraiment été là-dessus. J'ai pris beaucoup la parole à l'époque. Et aussi sur le manager. Du coup, il faudrait dédramatiser au global. Et pour le manager, faut l'aider à ne pas le prendre perso, quoi. C'est pareil, toi, tu as des managers, ils vont le prendre vraiment très perso. Alors, tu as une grosse stat, je ne sais plus c'est de combien, une étude qui disait, qui parlait du nombre de collaborateurs qui quittent la boîte à cause de leur manager. Donc on sait que ça existe. C'est sûr. Ouais. Évidemment qu'il y en a qui partent pour manager. Mais parfois non. Et le manager, tu vois, il peut se sentir presque mis en question quand il y a quelqu'un dans sa boîte qui part, vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis de son boss. Donc, tu vois, il y a tout un truc là comme ça qui se joue et qui du coup cause des quiproquos, des dramas. Il y a des boîtes, des collaborateurs, ça se passe très bien dans leur boîte et c'est au moment de partir où ça se passe mal. Ouais. Enfin, c'est dommage, tu viens dégrader une très bonne expérience collaborateur tout le long, juste parce que il y a tout ce truc de drame là autour qui vient dégrader ça. Donc c'est un truc très important. Et puis après, très important à considérer, c'est-à-dire, mais c'est pas le plus simple. Ouais. Changer vraiment comment on voit l'offboarding. Et après, tu as des dispositifs que tu peux mettre d'accompagnement pour que ça se passe bien, fluidement dans le quotidien, pour la passation, pour le recrutement. Il peut t'aider à recruter son remplaçant. On le voit rarement, ça. Pourquoi ? C'est lui qui connaît le job, il le fait au quotidien. Ouais, c'est vrai. Il pourrait t'aider, il pourrait faire, tu vois, mais tout ça, tu peux pas y arriver si avant, t'as pas juste débranché tous les trucs de drame, là, potentiels, et juste, il a contribué à la boîte, au projet, il a décidé de partir ailleurs. Salut, enfin, aide-nous à ce que ça se passe bien. Nous, on va t'aider à ce que ça se passe bien aussi, d'ailleurs. Je sais pas, tu veux une reco, enfin, tu vois. Donc, ouais, l'offboarding, c'est tricky, hein. Après, je parle pas des offboarding de licenciement ou tu vois, dû à des contentieux. Là, on parle des offboarding pour des départs où c'est choisi par le collaborateur. Parce que quand c'est pas choisi, par ailleurs, tu as toute une procédure légale que tu es obligé de suivre. Donc, tu vas pas pouvoir faire preuve de beaucoup d'originalité dans ta façon de gérer le truc. Mais bon, ces cas-là, ils sont pas les départs contentieux, c'est pas non plus la norme. C'est plutôt minoritaire par rapport à des départs choisis, de gens juste qui changent de job. Ça arrive, mais c'est comme ça. Hein. C'est très bien. Et c'est des cycles, et c'est très bien pour tout le monde. Et c'est drôle, ça me fait penser à un moment aussi de ma vie. Moi, j'étais parti en CDI un moment pendant 9 mois. Et du coup, j'avais quitté une entreprise et j'avais fait effectivement le recrutement de la personne qui me remplaçait. Et j'avais lancé des campagnes de growth. Donc, j'avais fait de l'acquisition, etc. J'avais mis des campagnes Lemlist. À l'époque, j'utilisais Lemlist. Et du coup, j'avais mis du growth comme ça pour recruter ma prochaine personne. Mais ça marche trop bien parce que c'est toi qui connais le poste. Bien sûr. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais aussi, attention, les points de friction que la personne va avoir. Donc, c'est assez rare. Moi, honnêtement, tu es le premier qui me. Enfin, si je crois sur une start-up, on m'avait raconté souvent que c'est c'était comme start-up. ça. Souvent, c'est start-up. Mais tu vois, c'est assez rare. Par exemple, on commence à en voir des messages sur LinkedIn de gens qui disent je pars, mais super, voilà mon poste, la fiche de poste pour me remplacer, etc. Machin, ils parlent de leur job. Et en fait, ça, dès que tu en vois un, instantanément, tu te dis, ah bah tiens, ça s'est bien passé son départ. Je sais pas, t'as une espèce de truc un peu positif qui se crée sur la boîte. Toi qui quitte, tu te dis, bah tiens, s'il en parle comme ça, c'est que ça doit être une bonne boîte. Enfin, tu vois, peut-être pas. Mais donc, c'est hyper positif pour la boîte, vraiment. Il n'y a aucune raison de ne pas bien gérer un offboarding. Par contre, des raisons de bien le gérer, je peux t'en donner 30 là. Donc voilà, il y a plus de façons de le faire que de ne pas le faire. Donc, clairement, en fait, c'est ta réputation, c'est l'image de ta marque derrière. Et comme tu dis, c'est trop dommage en fait, de toute l'expérience que la personne retienne l'expérience négative de fin. Parce qu'au final, c'est ça qu'ils vont retenir, les gens, c'est l'expérience de fin. Tout à fait. Donc, trop bien. Je te propose de passer une petite section du podcast, on arrive bientôt à la fin. C'est une section Rapid Fire Question. Vas-y. En le disant avec mon bel accent anglais. Ouais, je pas compris, mais... L'idée, c'est simple, c'est que je te pose 2 propositions. Donc tu verras, et tu devras choisir une des 2 le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête ? Vas-y. Est-ce que tu es plutôt inbound ou outbound ? Inbound. Est-ce que tu es plutôt manuel ou automatisé ? Manuel. Est-ce que tu es plutôt soft skills ou hard skills ? Soft skills. Est-ce que tu es plutôt opérationnel ou stratégique ? Stratégique. Est-ce que tu es plutôt réception de CV ou chasse ? Chasse.
Est-ce que tu es plutôt puriste recrutement ou inspiration d'autres disciplines comme le marketing? Inspiration. Si tu avais dit l'inverse, je me serais dit, bon, bizarre. Plutôt hack ou méthode? Hack. Ouais, trop bien. Hyper intéressant. Manuel, automatisé, du coup, tu as une petite hésitation. Ouais, j'ai une hésitation. Pourquoi? Parce que, alors j'automatise plein de choses en fait, c'est pour ça que j'ai hésité, mais parce que j'aime bien la réflexion, enfin tu vois, tu m'as demandé aussi strat ou opérationnel. Ouais, bah ouais. Et donc j'aime bien cette phase amont où tu réfléchis. Donc si quand tout est trop automatisé, parfois tu prends trop le réflexe de partir sur de l'automatisé et tu perds un peu ce temps de réflexion amont. Donc j'ai choisi manuel parce que je veux me forcer à continuer de me poser pour... Je veux pas prendre que la facilité de l'automatisation parfois. Ouais, clairement. Mais en vrai, il faut pas dire je veux non à l'automatisation. Enfin, c'est complètement débile. Parce que par ailleurs, ça te dégage du temps pour pouvoir aussi être plus strat. Mais il y a des choses, do things that don't scale. Donc faire des choses en fait qui sont pas scalables, qui sont pas automatisables. Et en fait, c'est hyper intéressant encore. Il faut le faire. Et même avant d'automatiser quelque chose, moi j'aime bien le faire en manuel 5-10 fois pour optimiser le process, avoir des retours, etc. Et après derrière, automatiser quelque chose qui marche. Parce que si tu automatises quelque chose qui marche pas, bah, tu le fais 20 000 fois. Quoi. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as des ressources potentiellement que tu peux partager pour ceux qui écoutent? Écoute, on a beaucoup parlé de marketing. Moi, c'est vrai que je m'influence beaucoup plus du market que de la RH, on a compris. Et notamment d'un podcast qui commence à être un peu plus connu par les RH qu'il y a quelques mois, qui est Génération Do It Yourself. Depuis que Macron il a été, tout le monde le connaît. Et c'est très bien, Mathieu Stéphanie. Et je pense que c'est le podcast que j'écoute depuis des années que j'ai jamais lâché, quoi. Donc vraiment, c'est des belles sources. Encore une fois, il faut que les RH ils écoutent des choses qui sont pas RH en se demandant. Et ça en RH, ça donnerait quoi? Enfin moi, toutes mes meilleures idées, elles sont nées comme ça. Et voilà, et puis le Lab RH quand même, parce qu'on n'a pas du tout parlé. Mais, bah oui, clairement. On parlait du Lab RH quand même, qui est donc une association de promotion de l'innovation RH. On a des membres qui sont des entreprises, des DRH, et on a 200 startups, on a aussi des écoles, des ministères, des institutionnels. Et en fait, tu vois, j'ai beaucoup parlé de mindset pendant toute cette discussion avec toi. Et en fait, au Lab RH, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de créer des rituels pour se tenir informé de l'innovation, pour changer un peu le mindset des RH, les maintenir ce mindset de l'innovation pour ceux qui l'ont déjà. Parce qu'en fait, l'innovation, c'est pas que de l'outil. C'est aussi une approche, c'est comment tu te tiens en veille, comment tu rencontres des startups, comment tu t'inspires d'autres milieux de la tech, etc. pour ensuite venir réfléchir chez toi sur tes enjeux, mais inspirer de toute cette ouverture de chakra. Et donc c'est ça en fait qu'on fait au Lab. On a beaucoup d'événements, des ressources qu'on pousse, enfin on a une offre très cadrée. Hein. Et voilà. Et donc c'est très chouette parce qu'on a des RH qui nous témoignent et qui nous disent à chaque fois qu'ils viennent sur un événement, ah mais c'est super, ça m'a inspiré, j'ai des idées. Tu vois, même si c'est pas directement un événement dans leur enjeu, c'est pareil, les RH, allez pas chercher que des ressources directement sur votre enjeu, quoi. Enfin voilà, cultiver un mindset global et ça vous inspirera pour vos réflexions sur vos enjeux, quoi. Et donc c'est ça qu'on fait au Lab RH. Ouais, et puis c'est trop bien. Moi j'étais venu je crois à 1 ou 2 événements et toujours des trop bonnes discussions, les gens sont hyper intéressants et ce que tu dis c'est que tu trouves de l'inspiration à droite à gauche et même des univers des uns et des autres qui est pour moi hyper précieux. Donc franchement c'est génial. Merci à toi Séverine, c'était top. À très vite. À très vite.